Le 49.3, c'est une brutalité, c'est un déni de démocratie. C'est une citation, ça n'est pas de moi, c'est François Hollande qui l'a dit. Mais ce qui est très contestable dans la façon dont le 49.3 est utilisé aujourd'hui, c'est que le 49.3 est dégainé, pour reprendre votre expression, avant même qu'il y ait eu le moindre début de discussion. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire. La loi Macron définitivement adoptée aujourd'hui à l'Assemblée, vous l'avez vécu d'ailleurs en direct sur RTL il y a quelques instants. La loi, on le rappelle, pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques. Le gouvernement qui a eu recours au 49.3 pour la troisième fois. J'ai donc décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en lecture définitive du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Je suis pleinement à ma place, chef du gouvernement, parce que je suis convaincu que l'action que nous menons, c'est celle que les Français attendent, c'est celle dont le pays a besoin. Donc vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination à continuer les réformes, malgré vous, malgré tous les conservatismes, malgré tous les immobilismes. On les retrouve sur nos nombreux bancs, mais il y a une majorité, il n'y a pas de majorité alternative, et nous continuerons à agir ainsi. Nous avons renforcé les droits des salariés qui travaillent le dimanche parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de compensation dans de nombreuses zones. Et vous le savez, nous rendons une justice plus efficace et plus rapide. Et vous le savez, nous permettons à des Françaises et des Français qui ne peuvent se déplacer sur le territoire de le faire. Et vous le savez, nous proposons à des jeunes qui n'ont pas accès à des emplois de le faire. Et vous le savez. Et vous le savez aussi. Et finalement, vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union, ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous avancerons. Merci. Je travaille sur la mise en œuvre de cette loi, qui sera donc l'objet des prochaines semaines, pour que dès promulgation de la loi, les mesures les plus concrètes et directes puissent être mises en œuvre, que les décrets les plus rapides et les plus simples puissent être pris, afin que cette loi soit dans le réel, le quotidien de nos concitoyens. C'est ça qu'ils attendent de nous. Et les prochaines semaines, les prochains mois continueront dans cet esprit. Les avocats du barreau de Périgueux ont décidé de ne laisser aucun doute concernant leurs craintes autour de leur profession. Pointé du doigt, le projet de la loi Macron relatif à la croissance et à l'activité. Ce dernier porterait atteinte aux principes fondamentaux de leur métier. Concert de klaxons sur les routes ce lundi, les moniteurs auto-école étaient de sortie pour manifester contre la réforme du permis de conduire. Direction les Invalides. Ce cortège venu de Rosny s'est donné rendez-vous dès l'aube pour l'opération Escargot, 1 millier de voitures selon les organisateurs. Après les notaires et les taxis, pour les auto-écoles également, la loi Macron ne passe pas. Si vous étiez chômeur, dans quel état d'esprit seriez-vous ce matin? Dites-moi tout. Écoutez, d'abord c'est toujours très difficile de se mettre dans ce genre de situation, mais inquiet, concentré et au combat. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. J'essaierai de me battre d'abord. Avant de brandir cette arme constitutionnelle qui a été régulièrement utilisée au cours de la Ve République, je préfère convaincre. Nous souhaitons, avec Myriam El Khomri et Emmanuel Macron, bâtir un compromis qui soit dynamique et ambitieux. Le gouvernement a dégainé le 49.3 pour faire passer en force le texte de la loi El Khomri sur le marché du travail. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, notre Constitution qui est la règle que le peuple français s'est donnée à lui-même. J'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Je ne suis jamais dans la déploration, ça n'est pas mon tempérament, ça n'est pas ma nature et je crois qu'il n'y a pas matière à. Pourquoi? Parce que, vous l'avez bien noté, les 15 jours que le président de la République, le Premier ministre ont voulu donner à ce projet de loi travail était une nécessité.
Il y avait en effet un blocage dans la société qui s'est manifesté la semaine dernière. Je pense qu'il faut expliquer où on veut aller, il faut expliquer quels sont les enjeux de notre économie et de notre société, en donner la direction et construire le consensus sur cette base. Donc à titre personnel, oui, je pense qu'il faut aller encore plus loin, oui, je pense que c'est faisable, oui, je pense que c'est bon pour mon pays, mais je pense que déjà, ce texte-là est une étape importante. La fronde contre la loi travail menée par la CGT et Force ouvrière entrait ce lundi dans son 4e mois. 6 des 8 raffineries du pays étaient toujours à l'arrêt ou tournaient au ralenti ce lundi. 3 syndicats ont maintenu leur préavis de grève illimitée à la SNCF. Elle débutera ce mardi soir. Environ un train sur 3 devrait circuler. Grève illimitée aussi annoncée à la RATP à l'appel de la CGT dès jeudi. Le trafic aérien lui aussi sera perturbé en fin de semaine. Jour après jour, les mouvements se multiplient. Après les raffineries, la RATP et la SNCF appellent aussi à la grève, tout comme les contrôleurs aériens. Grève qui touche aussi le secteur nucléaire. La CGT de la centrale de Nogent-sur-Seine annonce qu'elle stoppe ses 2 réacteurs. D'autres sites devraient suivre le mouvement. Sur les 4 portes d'accès du marché de Rungis, une complètement bloquée à l'appel de la CGT. Impossible pour les salariés de passer par ce chemin, ils doivent faire demi-tour. Est-ce que la France peut demeurer le pays de tous les blocages, le pays du blocage éternel, où aucun dialogue n'est possible, et chaque fois qu'une proposition est avancée, le pays dit non, descend dans la rue et se bloque. Je pense que la contestation, elle est pour partie liée à des malentendus. J'entends aussi que cette contestation, elle se fait contre des dispositifs qui faisaient partie du débat, parfois de la loi, il y a quelques mois et qui n'avaient pas pris une telle dimension. Donc ça montre bien qu'il y a sans doute un malentendu qui s'est installé, des incompréhensions, et il faut revenir. On fait cette loi pourquoi? Pour répondre à la situation du pays. Monsieur le député, nous sommes bien sûr attachés aux libertés syndicales, mais nous devons rester fermes lorsqu'il s'agit justement de bloquer des ronds-points. Ça, ce n'est ni le droit de grève, ni le droit de manifester. Les opposants au projet de loi travail expriment, manifestent et organisent des journées d'action. Bloquer des sites pétroliers, des ports, empêcher les Français de faire le plein d'essence, les obliger à des files d'attente interminables, rajouter de l'angoisse à un quotidien déjà difficile, notamment pour des salariés, au nom même de la défense des salariés, c'est inacceptable. Et on ne peut pas bloquer un pays. On ne peut pas s'en prendre ainsi aux intérêts économiques de la France. On peut avoir des désaccords dans une société démocratique, les partager en respect, mais en aucun cas les violences ne sont acceptables et en aucun cas vouloir bloquer l'économie pour penser avoir plus, en quelque sorte, de capacité à se faire entendre n'est acceptable. Je crois qu'il y a une France qui travaille, une France qui produit, une France qui croit en son avenir et il faut la laisser avancer. Je suis Caronier, FO et CGT. Nous sommes là pour vous dire qu'il faut arrêter cette politique de destruction des droits des travailleurs. Mais attendez, je viens vous parler. Je viens, mais non. Je viens. Je viens vous parler, donc je viens vous écouter. J'entends pas si vous criez en même temps. Des œufs jetés sur Emmanuel Macron, le ministre de l'économie a été la cible des opposants à la loi travail à Montreuil. Ironie du sort, il inaugurait un nouveau timbre commémorant le 80e anniversaire du Front populaire et ses réformes sociales spectaculaires comme les congés payés. Sur le front des grèves, elle se poursuit à la SNCF depuis 6 jours. 1 millier de personnes ont manifesté à Paris sous les fenêtres du bâtiment où se tenaient les négociations sur le temps de travail à la SNCF. 500 cheminots ont, eux, occupé les voies à la gare Montparnasse. Pour la péripétie qui est arrivée à l'entrée du bureau de poste, moi je suis extrêmement simple et j'aurai toujours la même attitude. Quand il y a des femmes et des hommes qui manifestent, je vais au contact. Je désapprouve et je condamne profondément ces comportements, mais ils n'ont aucun impact sur moi. Mais ce que j'ai vu ce matin, c'est pas du respect. Ce que j'ai vu ce matin, ce sont des comportements inacceptables. Et comme le député Razi Hammadi vient de le dire, ce n'étaient d'ailleurs pas des syndicalistes et pas des Montreuillois. Donc ce sont des agitateurs professionnels, et bien qu'ils continuent à agiter. Allez-vous porter plainte? Non, on n'en est pas là. Merci.
Voilà, c'est très bien. Interpellé par des syndicalistes, Emmanuel Macron se défend. Mais moi, j'ai pas besoin de recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Mais parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur. Et quant aux remarques sur son costume, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Donnez du travail. Sur la loi travail, pas question non plus de se laisser faire. Le professeur Macron tente de se faire comprendre sans grand succès. Emmanuel Macron entend aussi le témoignage d'une jeune femme confrontée au chômage de longue durée. Là, comment je vais faire? Là, ce mois-ci, il manque 150 € pour payer mon loyer. Le mois prochain, je sais pas comment je vais faire. Vous comprenez dans quel truc on est? J'ai envie de limite à pleurer, quoi. Vous comprenez même pas dans quelle situation je suis. Et je suis pas la seule. On est des millions en France dans cette situation-là. Le ministre de l'économie repartira avec son CV. Puis la situation se crispe et le dialogue se clôt lorsqu'un militant menace le ministre. C'est votre vision. Ne lisez pas. Non, moi je vous menace pas, vous me menacez pas. D'ailleurs, parce que la jeunesse est désespérée. Oui, la jeunesse, elle n'est pas que désespérée. Il y en a une aussi qui veut bosser. Celle-là, on va la laisser avancer. Comptez sur moi. Qui dit que les Français, ils sont bons. Je dis pas bonjour à moi. Mais j'ai jamais dit un truc comme ça. Ne me touchez pas. Vous êtes trompé. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Lève ta main, mon frère. Ne me touche pas. Vous dites que les Français, c'était bon en rien et vous venez là. Non, vous avez dit que les Français, c'était bon en rien. Non. On est d'accord ou pas? Mais je n'ai jamais dit ça. Vous ne passerez pas. On n'a jamais voté, on votera pour que vous ne passerez pas. On n'est pas en rien, ne venez pas nous voir à Marseille. Je viens voir à Marseille parce que c'est pas seulement vous, Marseille. Ne venez pas nous voir. C'est vous qui êtes bon en rien. Vous n'avez rien fait. Pendant le quinquennat, vous n'avez rien fait, vous êtes bon en rien. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! C'est un homme qui lance un cocktail Molotov, donc quelque chose d'extrêmement violent donc sur les forces de l'ordre. My cousin Tawana in case. Rest in peace, no one can ever take the place of me.
Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Je voyais les tracts que certains camarades distribuaient à l'entrée du building, très gentiment pour vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles j'étais un odieux personnage. Ils disaient « Emmanuel Macron, il ne croit pas à la culture française ». Bon, c'est défendu généralement par des gens qui ont oublié de lire, pensent que la culture française relève, je cite le programme d'un de mes opposants, de l'art français. Bon. J'ai dit, il n'y a pas une culture française. Mais c'est la vérité. Ou alors que ceux qui disent cela aillent me dire si Picasso, Chagall et quelques autres sont dans la culture française, dans leur définition. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Oui, mais ça fait partie du folklore. Il y aura toujours des imbéciles qui lancent des œufs cachés de loin. La justice est évidemment au cœur du projet que nous portons. Parce que l'indécence, les privilèges n'ont que trop duré et nous voulons les mêmes règles pour tous, quels que soient les statuts. Nous voulons des dirigeants responsables, exemplaires et qui rendent des comptes. Mais il n'y a pas de justice véritable sans efficacité et il n'y a pas d'efficacité qui tienne si elle n'est pas juste. De Xavier qui vous demande si vous avez déjà vécu avec 1 000 € par mois. J'ai vécu quand j'étais à un moment donné adolescent avec environ 1 000 € par mois, oui. Quand j'ai quitté ma famille pour venir à Paris, dans des moments qui peuvent arriver dans la vie, où j'étais par votre famille à l'époque. Voilà, ça a duré 2 ans parce que c'était des choix personnels et intimes sur lesquels je ne reviendrai pas. J'ai donné votre épouse à l'époque, votre actuelle épouse. Voilà, c'était des choix qui étaient hautes. Oui. J'ai à ce moment-là vécu en donnant des cours particuliers pendant 2 ans, donc je sais ce que c'est, oui. Et alors? Ben, je sais ce que c'est que boucler une fin de mois difficile. Je sais ce que c'est qu'en effet, devoir chercher. Et encore, j'étais favorisé. J'étais à ce moment-là en classe prépa. Je pouvais donner des cours particuliers. Je pouvais faire des points. Donc je sais ce que c'est que des étudiants qui doivent se faire le McDo pour pouvoir vivre de leurs études, etc. Oui. À Bully-les-Mines, je n'ai pas oublié cette médaille, voyez, qu'on m'a donnée. Celle de Notre-Dame de Lorette. Mais au nom de quoi toutes ces femmes et ces hommes sont tombés? Des discours de haine, de la bêtise humaine, d'un choix fait à un moment par des dirigeants de manière folle, de dire nous valons mieux que le voisin, alors allons le détruire, mais allons le détruire avec la chair des autres. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout. Nous sommes en marche. Et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Je me suis jamais planqué. Donc il faut m'appeler, me faire venir, mais pas me siffler dans le dos. Donc je suis là pour parler. On espérait vous avoir. Mais non, mais moi des trucs. C'est très bien. Donc, mais venez parler. Sifflez, ça sert. Avancez-vous, avancez-vous. Venez parler. Moi je laissez passer. Qui ça? Oui, monsieur là. Venez là. Venez, laissez passer.
Fais dire Alexandre. Moi, je vais vous dire, je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Puis après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher vous. Non mais d'accord, mais vous me dites... Nous, on est calme. Non, mais moi... Non. Attendez, vous êtes calme? Oui, je suis calme, moi. Je m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, je suis content... Non, attendez. Je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc, le calme, c'est pas vous qui le donnez. 2, vous me donnez des leçons. On est chez nous tous. Voilà. Ça s'appelle la France, c'est une république. Je sais que vous, c'est votre vie. Je vous engueule parce que j'aime pas qu'on me siffle derrière. Donc, mais je viens vous voir. Siffler, malheureusement. Mais je viens vous voir. Mais après, on s'explique. Bon. On a besoin de moyens, voilà. C'est pour ça qu'on a lancé ces états généraux de l'hôpital. Vous avez vu, on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent. Et je serai là au mois de mai. Des moyens dans les budgets. Et on va aussi changer la logique des budgets parce que la tarification à l'activité. Alors pourquoi il y a encore moins 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. On augmente les budgets, l'ONDAM est en augmentation. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié les chiffres de Madame Buzyn. Non, les chiffres sont baissés. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Et il y a besoin de réorganisation aussi, de changer de logique. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que les états généraux de l'hôpital ont été lancés. On n'est pas contre le modernisme, on est pour se moderniser. Vous avez vu, on a un bel outil. Il y a des gens formidables qui se donnent un mal de chien pour bien travailler. Et donc c'est pour ça qu'on fera des annonces qui sont cohérentes. Et aussi c'est pour ça qu'on a dit qu'on mettrait fin à la tarification à l'activité. Mais moi ce que je dois à tous nos concitoyens, c'est d'investir, mais d'investir aussi en faisant les bonnes réformes, ce qu'on fait partout. Oui. Donc vous pouvez compter sur moi. Mais pour ça, il faut bouger. Et comme partout. Et comme partout, voilà. Là, ça bouge beaucoup dans le pays. Il y a beaucoup de salariés qui sont mécontents. Parce qu'il y a des coupes budgétaires dans tous les services publics. Bonjour, mesdames. On veut des services du personnel. Pendant les vacances, il n'y a pas de coupes budgétaires, il ne faut pas dire des bêtises. Le budget augmente. Mais on va mettre la fin à la tarification à l'activité. Moi, je suis venu ici voir des professionnels de santé qui font un travail remarquable sur l'autisme. Et on va continuer à investir, on va annoncer des investissements. Mais il n'y a pas partout, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je l'ai dit. Vous savez, je viens d'une famille d'hospitaliers, donc je connais le système. Et c'est pas moi qui vous dirais que. Très beau métier, mais très beau. On aimerait bien garder. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bouger les choses. La tarification à l'activité, elle a eu sans doute des effets positifs au début, mais aujourd'hui, elle produit des résultats qui ne sont pas souhaitables. Et donc, il faut qu'on mette fin à un système qui aussi a un effet inflationniste parce qu'il pousse à faire de l'acte et il ne récompense pas les bonnes. C'est le manque d'accueil des patients. On ne peut plus accueillir les patients. Vous avez raison. Donc, il manque de lits, il faut des lits. Et à côté de ça, ça pousse. Voilà. Donc, faites-moi confiance, il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je regardais, mais oh là là, un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire, c'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Le déficit public, c'est beaucoup les banques pour l'instant. Mais non, c'est pas vrai, c'est nous. Ni les cheminots, Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, pardon de vous dire, c'est pas les banques, vous dites des bêtises. Je suis pas persuadée, moi. La dette, c'est nous qui la payons. Mais la dette, non, c'est nos enfants qui la paieront. Donc nous aujourd'hui, nous vivons à crédit. Ça fait des décennies que ça dure. Oui. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants. Et eux n'auront pas de choix. Et eux, ils ne pourront pas savoir s'il faut arrêter ou pas la T2A. On est sûr d'une chose, c'est qu'ils n'auront plus le même hôpital. Donc moi, ma responsabilité... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que là, on a encore les moyens de changer. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va investir. Et les budgets sont en augmentation, contrairement à ce que vous dites ou ce qu'on vous fait dire. Mais
je peux vous le dire, les yeux dans les yeux. J'assume des choix. 3-4% d'augmentation de croissance d'activité et moins 2% de budget pour la santé cette année. L'activité des hôpitaux en France a baissé de 2%. Il y a moins d'activité dans les hôpitaux alors qu'on augmente les budgets. Il n'y a pas moins d'activité, il y a des patients qu'on ne peut pas. Non, mais c'est les chiffres que vous donne la ministre. Mais les budgets sont en hausse. Les budgets sont en hausse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce serait faux de dire qu'on peut dépenser l'argent comme ça sans regarder. Ma responsabilité, c'est aussi de dire qu'il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Et donc, oui pour le faire, oui pour investir dans la santé, c'est essentiel, mais oui pour le faire bien. Ça fera partie des annonces demain. Oui, vous pouvez me faire dans les confiance annonces des postes, parce qu'on manque de personnel. Il y a des catégories de postes où il faut le faire, dès qu'il y a des conditions d'accueil. Il y a des réorganisations à faire, parce que vous avez raison que c'est très dur de parler des urgences. On est dans les fermetures de postes et des suppressions de postes. On ne remplace pas un départ sur deux en retraite si, il y a des suppressions de postes, on n'y arrive pas tous les jours. On est loin aujourd'hui. Venez voir dans les activités de service. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Venez dans les services, venez en salle de naissance. C'est dommage de ne pas venir dans les services. Là, vous parlez, je vous écoute, j'ai la courtoisie, alors que vous ne m'avez pas serré la main, de vous répondre et de parler avec vous. Je ne serrerai pas la main. Non, pour moi, je suis courtois, vous non. êtes... Bonjour, je vous remercie. Mais je dis simplement que ayez la courtoisie pour les familles et les soignants d'autisme de laisser parler d'autisme. Je suis là tous les jours, moi. Je suis là tous les jours à 5h du matin. C'est la phrase qui fait polémique. Pendant 1h27, le président livre sa vision de la grandeur de la France. Et pour illustrer sa pensée, il évoque l'acte héroïque du colonel Beltrame avec une mise en regard surprenante. Beltrame est un patriote, au sens profond du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour la patrie. Les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur, et qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Je voulais que nous précisions certaines choses. 500 000 € de vaisselle commandée par l'Élysée, c'est vrai ou c'est faux? On entend tous les prix depuis 2 jours. Quel est le vrai du faux, donc, Mathieu Rouault? Alors, ce qui est vrai, c'est que 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, soit 1200 pièces, ont été commandées par l'Élysée. Un service baptisé Bleu Élysée, qui sera réalisé par la très prestigieuse maison Manufacture de Sèvres, et dont la facture est estimée, selon le Canard enchaîné, à près de 500 000 €. Montant basé sur le prix des assiettes à l'unité, 400 € la pièce selon le Canard, 200 € selon Le Point, qui a aussi mené l'enquête. C'est déjà, c'est la moitié, déjà, c'est pas voilà, tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Tout cela est faux, répond l'Élysée. Le palais assure qu'il ne paiera pas plus de 50 000 € au total. En vérité, personne ne connaît encore le prix de la facture. Le 1er mai 2018, à Paris, des affrontements éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre en marge des défilés pour la fête du travail. Sur ces images amateurs publiées sur les réseaux sociaux, on voit un homme molester une femme, puis un homme. Oh, arrête! Arrête, putain! 2 mois et demi plus tard, le 18 juillet, son identité est révélée. Il s'appelle Alexandre Benalla. Et le problème, c'est qu'il n'avait rien à faire là. En réalité, Alexandre Benalla est chargé de mission, adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron. Il n'a donc aucune raison de participer aux activités des CRS et encore moins d'être violent avec des manifestants. Lorsque l'Élysée prend connaissance de la vidéo rapidement après les faits, la punition est fixée à 2 semaines de suspension. Par ailleurs, il est convenu qu'après cette suspension, Alexandre Benalla n'aura plus le droit de se charger de la sécurité des déplacements d'Emmanuel Macron. Or, de nombreuses photos prouvent le contraire. Sur ces clichés pris le 13 juillet à Giverny ou lors du 14 juillet, on le voit présent lors des déplacements du président.
Deuxième problème, la justice n'a pas été saisie. Effectivement, lorsque l'Élysée décide le 2 mai de suspendre Alexandre Benalla, l'affaire reste en interne. La justice n'est pas prévenue. Or, l'article 40 du Code de procédure pénale précise que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. L'Élysée est suspecté d'avoir voulu dissimuler l'affaire. Troisième problème, le flou autour des fonctions d'Alexandre Benalla. Officiellement, il est chargé de mission auprès du cabinet du président de la République. Pourtant, lors des manifestations du 1er mai, il est équipé d'un casque de CRS, d'un talkie-walkie et surtout d'un brassard de police. Le port de ce brassard, sans être policier, est illégal. Alexandre Benalla est par ailleurs détenteur d'un passeport diplomatique, d'un badge H d'accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et d'un port d'armes temporaire délivré par la préfecture. Tous ces papiers sont peu compatibles avec sa fonction officielle d'adjoint au cabinet de la présidence. Le problème, c'est que selon la Constitution, le président ne peut être convoqué devant aucune juridiction ou autorité administrative française. Cependant, ce texte est sujet à interprétation et certains constitutionnalistes avancent que le président peut être entendu par les commissions d'enquête parlementaire. Jamais, dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République, car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention, Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code du code. Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Alma. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 €. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Alexandre Benalla, je crois que bagagiste d'un jour n'a jamais eu ses fonctions dans la durée. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Nous avons tous quelque chose en commun, cette part d'Européens qui nous unit. Et je crois ici pouvoir vous dire que ce modèle danois nous inspire beaucoup. Vous êtes inscrit à Pôle emploi ? Ouais, Pôle emploi, il reste à tout. Et vous non. Il n'y a rien. Et j'ai beau envoyer des CV, lettres de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Ouais, d'accord. Non mais c'est vrai. Donc si vous êtes, il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Ouais, quand les gens les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi, il faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Dans cet appartement, Emmanuel Macron rencontre un jeune homme qui vient de sortir de prison. Il y a du travail pour faire les travaux. Reconstruire. Des jeunes comme toi, là, t'es costaud comme tout. Je travaille là-dedans, non mais il ne faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Hein. Les braquages, c'est fini. Voilà. On a dit. Vous voulez pas? Non, je vais pas oublier. Ta mère, elle mérite mieux que ça.
savez, le petit-fils du général tout à l'heure en me faisant visiter la boisserie m'a dit, vous pouvez parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire c'est se plaindre. Ah bon? Et ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Vous savez, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça. vrai. Non mais on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. La rocade toulousaine tourne au ralenti. Toute la journée et par petits groupes, les Gilets jaunes organisent des opérations escargots. Parmi les manifestants, des professionnels de la route, touchés de plein fouet par la hausse des prix du carburant. Les automobilistes sont pris de court. Certains tentent de passer en force. La tension est vive. Parmi les Gilets jaunes, des personnes de tout âge, de toute catégorie sociale. Beaucoup de retraités qui se sentent floués. Macron, démission. Depuis ce matin, les manifestants n'ont que ce slogan à la bouche. Dans le cortège, pas de syndicalistes ni de politiques, mais des citoyens exaspérés. Du Finistère à l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor au Morbihan, c'est un vent de sourde colère qui s'est levé tôt ce matin sur l'ensemble de la Bretagne, une fronde venue de tous horizons. Une ambiance de kermesse devant le péage de Dozulé. Des voitures et des camions, mais aussi beaucoup de motos concentrées devant les barrières. 1 millier de bloqueurs au moins dans le sens Caen-Paris, sans doute autant de l'autre côté en provenance de Rouen. On est venu là vraiment pacifiquement, tout ce qu'on veut c'est mettre en avant nos revendications et puis voilà, on ne demande pas grand chose au final, mais qu'ils fassent un geste pour arrêter de nous pomper notre pognon jusqu'au bout quoi. On casse rien, on force pas, voilà. On fait que du blocage. Et vous restez tranquille, pas de bagarre, pas de casse. Très vite, la foule se densifie. Les Niçois, peu habitués à manifester, sont au rendez-vous. Toute l'après-midi, les Gilets jaunes ont défilé dans le centre-ville de Dijon, sans que personne ne sache exactement où aller. Soudain, l'idée de bloquer la gare fait son chemin. Les milliers de manifestants se retrouvent sur les voies. On aimerait bien aller tous à l'Élysée. Il faudrait vraiment que samedi, on soit tous unis jusqu'au bout et qu'on avance en direction de l'Élysée. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un putsch que vous voulez faire Non, mais tous les samedi gens veulent aller là-haut. C'est ce qui est le symbole de ce gouvernement. Donc oui, les gens veulent y aller, tout à fait. Donc, pour faire quoi? Pardon, mais pour faire quoi? Moi, j'ai vécu les 3 samedis. Non, mais pour faire quoi? Vous arrivez devant l'Élysée, vous faites quoi? On rentre dedans. Vous rentrez dedans. Donc, non, mais que les choses soient claires. Ah, c'est bien pour ça qu'il y a des forces de l'ordre devant pour vous empêcher d'y aller. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous y faites? C'est le symbole de la République, les gens veulent y aller, c'est tout. Oui, pour être écouté, ça sera la seule solution, c'est tout. Une ambiance un peu particulière ici, il faut savoir, vous l'avez vu sur les images de BFM TV, que les manifestants se retrouvent, on est dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de l'entrée officielle du palais de l'Élysée, à quelques dizaines de mètres de ce palais présidentiel. On est à peu près au niveau de l'ambassade des États-Unis, rue du Faubourg Saint-Honoré. Les manifestants qui ont été dispersés une première fois à coups de gaz lacrymogène.
barrière de péage. Un premier tir de LBD fuse, suivi de 2 grenades. Olivier est touché à la tête. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Tir de LBD, grenades désencerclantes, coup de matraque. Ou comme sur cette image du 1er mai, jet de pavé. Depuis le début du mouvement, 2448 manifestants ont été blessés. 24 d'entre eux ont été éborgnés, 5 ont eu la main arrachée. En 6 mois, 240 faits de violence ont été rapportés à l'IGPN, la police des polices, dont plus de la moitié à Paris. 60 enquêtes sont d'ores et déjà terminées et transmises au parquet. Mais aucun policier n'a encore été jugé. C'est une course contre la montre au cœur de Notre-Dame. Ce 15 avril 2019, alors qu'une alarme incendie s'est déclenchée depuis 30 minutes, 2 employés de la cathédrale gravissent les marches jusqu'au toit, alors en travaux, pour localiser le départ du feu. Ils regardent partout, avant de tomber sur cette scène et de la photographier. Un cliché inédit que nous dévoilons pour la première fois. Des flammes hautes de plusieurs mètres ravagent déjà la charpente. Il est trop tard, impossible pour ces agents de stopper le feu. Il est près de 20 h ce lundi 15 avril. La flèche de 93 mètres de haut, ses 250 tonnes de plomb et ses pierres millénaires s'effondrent comme une brindille. Notre-Dame est touchée en son cœur. La cathédrale gothique, qui a survécu à 900 ans d'histoire, 3 révolutions et 2 guerres mondiales. Le monument le plus visité de France, le symbole du centre historique de Paris. C'est l'unique photo du feu prise au plus près, sous la charpente, par un employé de la cathédrale à 18 h 48. Le feu n'a pas encore ravagé les combles,
mais il est déjà hors de contrôle. Après 3 ans d'enquête, l'origine de cet incendie reste mystérieuse, alimentant toutes les hypothèses. Quelques heures après les faits, le soupçon se porte d'abord sur les ouvriers qui ont posé cet échafaudage géant. Ce jour-là, une dizaine d'entre eux se trouvent dans la charpente. Ils sont alors interrogés sur des mégots retrouvés sur les terrasses. Les ouvriers disent avoir fumé, oui, mais toujours à l'extérieur, jamais dans les combles. Alors, est-ce un problème électrique ? Au milieu de la charpente, à la base de la flèche, quasi inaccessible, il existait 3 petites cloches. En 2011, à la demande du clergé, un système électrique avait été rajouté pour les faire sonner à distance. Ces moteurs auraient-ils pu provoquer un arc électrique ? À Notre-Dame, il y avait des branchements intrigants. Ici, une lampe halogène sur une poutre avec des fils mal fixés. Là, une rallonge qui pend dans un escalier. Dernier scénario envisagé par les enquêteurs, un outil ou des batteries au lithium qui auraient surchauffé. Suffisant pour mettre le feu à la charpente, les expertises se poursuivent, sans qu'aucune mise en examen n'ait été prononcée. Seules les pistes criminelles ou terroristes sont d'ores et déjà écartées par les enquêteurs. Monsieur, écoutez, moi ce que je veux, une attestation d'employeur. Vous êtes l'employé, vous êtes le patron, je veux votre cabis. Je veux une déclaration remplie. Là, elle est remplie, la déclaration, monsieur, oui ou non, elle n'est pas remplie. Je veux qu'elle soit datée. Aujourd'hui, on est le 18. Ce n'est pas le cas. Je veux le lieu, ici, on a Paris. Ce formulaire est caduque et aucune valeur et vous n'avez pas respecté votre attestation. Maintenant, vous avez été verbalisé. Alors, soit vous signez, soit non, monsieur. Soit on respecte, oui, non, soit on ne respecte pas, monsieur. Si tout le monde ne joue pas le jeu, on ne va pas s'en sortir. D'accord? Moi, j'ai pas le temps. Vous reconnaissez, ok? Vous reconnaissez pas pour moi, vous rentrez pas dans les clous, vous n'avez pas respecté le confinement. Ça s'arrête à ça. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Vous avez droit à 1 km de distance. Ah, j'ai droit à 1 km? Je pensais que c'était à 2 km. Vous êtes un peu limite. Ben, c'était 2 km. Ils ont dit à la télé 2 km. 1 km. Autour de chez vous. Je suis vraiment désolée parce que franchement... Paris, par exemple, a décidé d'interdire à ses habitants de faire du sport la journée entre 10h et 19h. Mesure absurde pour certains qui sont persuadés qu'il y aura plus de monde aux horaires autorisés. Bonjour, vous êtes au courant des règles d'utilisation de la plage? Non. C'est une plage dynamique, il faut que vous bougiez, il ne faut pas que vous restiez assise comme ça. Eh oui, mais alors ça, c'est encore pas recommandé non plus. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se baigner aussi. Ah, vous pouvez vous baigner, hein. Pas de problème. On n'a pas le droit de rester assis. Voilà. Vous aviez pas vu avant d'arriver à la Canon qu'on était sur cette plage dynamique? Vous étiez parti en vacances pendant 1 semaine, vous n'avez pas regardé la télé, vous n'avez pas écouté la radio, si, vous n'avez pas vu les panneaux avant d'entrer, vous n'avez rien vu. Vous êtes arrivé par l'eau alors. Donc il faut bouger, parce qu'autrement, madame la préfète, elle va refermer les plages. On finit de manger. Non. Allez, merci. Jeanne a 96 ans. Depuis le début du confinement, elle ne mange presque plus, malgré toute la bienveillance des soignants. Je peux même pas aller chez ma voisine. On peut même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. C'est vrai que c'est à cause du virus. Oui, mais je comprends bien. Mais ma voisine n'a pas le virus et puis moi non plus. On pourrait se voir de temps en temps, discuter un petit peu. Vous mangez plus? Je force parce que mes enfants ils rouspètent. Je me force. À manger? Mais oui. Parce qu'ils me disent, maman, tiens le coup jusqu'au bout. Elle voyait son mari, ses enfants très très régulièrement. Et là, aujourd'hui, son mari, c'est quand même un pilier qui lui manque énormément. Et les enfants, ils venaient tous les jours. C'était l'un, c'était l'autre. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles. C'est moi qui vais vous en lancer un. Je me souviens très bien du marathon que vous aviez organisé il y a quelques mois pour nos soignants. Et merci encore de l'argent qui avait été levé. Pour aider nos soignants aujourd'hui, pour nous aider à gagner collectivement face à l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements tout simples, des choix au fond tout simples que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter
ce virus de la Covid-19. Alors, je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci. Le président arrive. Oh. Cette phrase est folle. Voilà, je suis là. Par contre, vous en faites attendre. J'essaye de un peu congestionner pour avoir l'air bien dans mon t-shirt. J'arrive. Regarde, rien ne va dans ce début. Regarde, désolé. On arrive, monsieur le président. Vous faites pas ça, vous? Qu'est-ce que vous faites? Des mouchoirs sur mes aisselles. Monsieur le président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles, tes roulades. Vous faites pas mal des roulades, vous? Ah ben, attention, j'ai travaillé. Hein. Je suis en inspection de quoi? Mais vous m'avez vu manifester, on est venu là, vous nous avez dit restez là 5 minutes, après on va vous aider, elle est là-bas. Vous nous avez juste pris pour des cons. Reculez, s'il vous plaît. Mais non, vous nous avez pris pour des cons, vous nous avez vu manifester, on n'a même pas pu y aller. Mais peut-être, mais je fais pas plus de mal qu'un gars là-bas. Mais non, ça suffit. On veut juste vivre, travailler. On veut juste travailler, ça vous parle ça? Vous n'avez pas d'enfant, pas de maison, pas de crédit, rien. 14 mois sans salaire, ça parle à quelqu'un. Moi, je peux dire, si nos politiciens étaient 14 mois sans salaire, il y a longtemps qu'ils auraient résolu le problème. Bravo. C'est un beau métier, bravo. Non, c'est pas contre moi, mais c'est quoi mon métier? Moi, je veux juste travailler. Je veux juste qu'on me laisse travailler. Je demande rien d'autre, qu'on soit respecté, traité comme n'importe quel Français. Avoir une date de réouverture, savoir où je vais. Vous savez ce que c'est, vous, de pas savoir ce que vous allez faire demain, si vous allez pouvoir travailler ou pas? Ah, rien fait de mal. On n'a même pas eu le temps de manifester. Même pas eu le temps. On s'est juste fait avoir par vos collègues. Restez là 5 minutes, on va vous emmener. On s'est fait enculer par la police. Ça, c'est dingue. Quand on est français, quand on paye des cotisations comme ce qu'on paye, c'est dingue. Il y a de quoi devenir fou. On a quoi à perdre de plus, nous? S'il vous plaît, vous pouvez aller juste derrière le commerce. Vite! Oh putain, je l'ai plus vite là. Allez! Allez, venez là! Un petit coup! Oula! Viens là! Oula! Oh non, ils sont cons quoi! Oh non, mais n'importe quoi! N'importe quoi! Ah, c'est une honte, oui! Oh, mais ils sont marteaux! Venez là, nous on veut pas du mal! Monsieur Macron! Une photo si on veut pas du mal! Oui, je pense qu'on prendra le temps qu'il faut. Hein. La journée peut être consacrée au débat à l'Assemblée nationale. C'est bien qu'il y ait du débat, c'est un sujet important. Mais à la fin, effectivement, le texte sera voté. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois sur cette affaire de licenciement qu'on ne se rend pas compte de la portée symbolique de la violence qui est derrière cette mesure. On ne peut pas mettre dans la loi l'idée que des gens vont perdre leur travail dans la situation que l'on connaît parce qu'ils refusent d'être vaccinés. Qu'on élabore des sanctions, mais je veux bien l'entendre, mais là, ce n'est pas une sanction, c'est une double exclusion. Exclusion du marché du travail, en plus de l'exclusion sociale. Je ne voterai jamais un texte qui permet de licencier des gens parce qu'ils refusent d'être vaccinés. Vous tuez la France et les commerçants, vous tuez. Et vous tuez aussi tous les artisans qui sont en train de mourir. Voilà ce que vous faites. Je crois pas, madame. Et en plus, vous paradez, alors que tout le monde là, on est traité comme des chiens. C'est pas vrai, madame. Je ne parade pas, d'abord, et je n'ai tué personne. Au contraire, j'essaie de les sauver. J'en essaie de les sauver. Non. Si, madame. Je ne pense pas. Eh bien, je pense que vous trompez. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Le port de ce type de masque par la population non malade et n'ayant pas voyagé dans les zones à risque n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. Aujourd'hui comme demain, je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. Porter un masque
en dehors de ces situations, ne vous protègent pas. La plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, je suis contre le pass sanitaire dans le resto, je suis contre le pass sanitaire pour tous ces gamins à l'école. Non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction d'un statut sanitaire. Le pass sanitaire n'est pas autorisé par la loi pour rentrer au restaurant ou pour rentrer dans une salle de cinéma ou dans un petit théâtre qui ferait moins de 1000 spectateurs. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Monsieur, non, je suis journaliste. Non, j'ai rien fait. Monsieur, non, mais je travaille, monsieur, mais vous faites quoi? J'ai fait quoi? Oh, monsieur, j'ai fait quoi? Il y en a marre! C'est pas possible, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe! Mais vous n'avez pas honte! Mais on pourrait être nos enfants! On est bien! Elles veulent soigner! Elles réclament le soin! Je danse, Elles veulent soigner! Elles veulent exercer leur travail! Elles veulent travailler dignement, efficacement. Voilà, le chien s'est coupé. Pourquoi c'est agressif comme ça? Pourquoi? Présent, 8 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier India. Présent, 50 services. Suspendu, sapeur-pompier Juliette. Présent, 25 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier Kilo. Présent, 10 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier Lima. Présent, service. Suspendu, sapeur-pompier Mike. Présent, 25 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier Novembre. Présent, 17 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier Oscar. Présent, 30 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier Québec. Présent, 16 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier Roméo. Suspendu, sapeur-pompier Sierra. Suspendu, section repos. Section garde à vous. Retirez casque. Déposez casque. En colonne, déboîtez. À droite, droite. En colonne, déboîtez. Merci, Monsieur le Président. Non, attends, attends. Voilà, ouais.
putain. Oui là, ça part en couille, ça part en couille, ça part en couille. Vous avez oublié que vous êtes dans un hôpital en fait, je crois. Faut monter à l'étage. Je dis à deux. Qu'est-ce que vous voulez? Tu me casses. Non, tu ne me dis pas de me casser. Rapide. Tous sont des cow-boys. Ok, la voiture bélier. Quittez l'endroit. Laissez tout ici, monsieur. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez rien. Le masque, il n'est pas obligé. Ouais, mais vous êtes trop nombreux côte à côte, là. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. Allez, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de problème, ils se connaissent. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Laissez-les faire leur travail. Ouais, d'accord. Voilà. Laissez-les faire leur travail. Ils laissent pas leur faire. Non, mais est-ce que je peux leur dire non? Non, mais par contre, vous tenez le bar, vous, c'est ça? Je tiens le bar et respectueusement, je respecte les distances. Vous avez raison. Vous n'avez qu'à regarder. Bah ouais, je sais exactement. D'accord, mais... Quittez l'endroit. Voilà. Ah, on peut juste se promener dans le quartier. S'il vous plaît, messieurs, dames. Il n'y a pas de respect des distanciations sociales, il y a trop de monde. Vous quittez l'endroit, s'il vous plaît. Il ferait mieux d'aller au CHU. Il y a 15% de soignants qui sont absents. Oui. Ils sont tous en burn-out. Et là-bas, on sent directement les effets de votre politique. Vous avez fermé 17 900 lits. En 4 mois, que vous êtes 5 700 lits. C'est très politisé. Bah oui, mais on voit les effets de votre politique, monsieur. Les soignants sont absents. Et même l'an dernier, en plein Covid, 5 700 lits fermés. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. On va avoir dans cette élection présidentielle un choix de société. Est-ce qu'on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français? Nous on dit oui. Est-ce qu'on pense qu'il faut le faire en augmentant les impôts? Nous on dit non. Et donc, il faut travailler plus. Et donc, effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans. La bombe est lâchée. À la une du Parisien ce mercredi, les mots du président français. Dans une interview donnée ce mardi soir dans les colonnes du journal, Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'en prend aux non-vaccinés.
Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire jusqu'au bout, c'est ça la stratégie. À partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin.